Au Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, au moins 60 civils palestiniens sont tombés en martyrs à Gaza au moment où les populations restent confrontées à une crise humanitaire croissante. Coupée du monde et soumise à un strict blocus qui empêche l'aide humanitaire d'entrer, l'enclave palestinienne est ravagée par la faim. Au moins 66 enfants sont morts en martyrs. Cause principale, la malnutrition. Et puis on ira ce soir au Maroc où rien ne va plus. L'Observatoire marocain anti-normalisation accuse l'entité sioniste de diaboliser les Palestiniens parmi les Marocains. L'Association de la protection des deniers publics dénonce des lobbies de la corruption du Merzen qui briment le peuple et appelle à un sit-in mardi devant le Parlement. Plusieurs dizaines de Sahraouis se sont rassemblés ce samedi à proximité de l'ambassade du Maroc à Bruxelles, en Belgique, pour exiger la libération des détenus, appelant l'Union européenne à mettre fin à tout accord commercial suspect, incluant les territoires sahraouis occupés. Et enfin, accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Pour l'Union africaine, il s'agit là d'une importante étape pour instaurer la paix dans la région. Les habitants de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, espèrent une cessation définitive des combats. Bonsoir à toutes et à tous. La mort toujours au rendez-vous à Gaza alors que les forces d'occupation sionistes intensifient leur raid dévastateur sur l'ensemble de la bande. Le bilan des victimes de ce génocide s'est une nouvelle fois élevé ce samedi, atteignant les 56 412 martyrs et 133 054 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 81 civils, dont de nombreux enfants, sont arrivés dans les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Chaque jour est synonyme de deuil pour les civils de Gaza. Ce samedi, des familles se sont rassemblées pour faire leurs adieux à 6 martyrs, dont 3 jeunes enfants assassinés dans un bombardement ayant ciblé des tentes dans le camp de déplacés d'El Mawasi. Leurs corps ont été transportés à l'hôpital Nasser de la ville voisine de Khan Younes. Que leur ont fait ces enfants? Quelle est leur faute? Dieu me suffit, Dieu me suffit. Que leur ont fait ces enfants? Quelle est leur faute? Ils dormaient dans leur tente, que leur ont-ils fait? 5 martyrs, un père, une mère et 3 enfants, 2 garçons et une fille, dormaient sous leur tente. Il n'y avait rien, ils dormaient sans se rendre compte. Qu'étaient-ils censés faire? Ils dormaient et ils leur ont fait du mal. Tout a été endommagé. Dieu nous suffit. Des prétendues aides alimentaires qui coûtent quotidiennement la vie aux Gazaouis. 7 nouveaux Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce samedi par les tirs des forces d'occupation près des centres de distribution d'aide dans le sud et le centre de la bande de Gaza. Des sources de l'hôpital Al-Aouda ont confirmé l'arrivée des corps de 6 martyrs qui attendaient de l'aide, tandis qu'un autre civil est tombé en martyr près du centre de distribution d'aide de la police spéciale américaine à Rafah, dans le sud du gouvernorat. Et ce nouveau massacre sioniste sur un camp de déplacés, au moins 12 Palestiniens, dont des enfants, ont été assassinés et de nombreux blessés dans le quartier d'Al-Rimal, dans la ville de Gaza, dans un bombardement vendredi soir. Sur ces images, on voit des Palestiniens qui tentent de déblayer les décombres en espérant y trouver des survivants. Malheureusement, des familles entières ont été retrouvées sous terre après le bombardement sioniste du camp d'Al-Rimal. Ce matin, ce sont les survivants qui ont fait leurs derniers adieux à leurs proches arrachés à la vie en pleine nuit. Maria Chouyer. À Gaza, les enterrements se succèdent. Ce matin encore, des familles endeuillées ont enterré leurs proches,
Victime d'une nouvelle frappe sioniste sur un camp densément peuplé à Gaza, il s'était endormi comme chaque soir. Au matin, il n'était plus. Cette zone était occupée de tentes. Maintenant, les tentes sont sous le sable. Les corps des enfants remplissent les rues. La frappe a eu lieu sur la route. Il n'y a pas de personnes recherchées ici, ni des terroristes comme ils le prétendent. Personne de ce genre ici. Seulement des résidents civils, des enfants qui ont été ciblés sans pitié. Ici, dans cette partie du camp, là où des tentes abritaient des familles déplacées, tout a été rayé de la carte. Le sol lui-même semble avoir englouti la vie. Sous le sable, des mères, des pères, des enfants, tous tombés en martyrs. Une explosion très puissante a détruit un bloc entier d'une quinzaine de tentes. Des tentes en toile ont été bombardées sur leurs occupants. La tente que je suis en train de déterrer abritait une quinzaine de personnes, dont 10 enfants et 2 femmes. Là où l'on espérait trouver refuge, on a trouvé la mort. Des familles entières ensevelies sous terre, englouties dans les gravats causés par les bombes. Les miraculés, quant à eux, continuent de fouiller sous le sable, non pas pour sauver des vies déjà arrachées, mais pour essayer de trouver un souvenir, un objet, un morceau de ce qui était leur vie avant que tout ne s'effondre. La vie s'est arrêtée et nous appelons à la paix. C'est assez. Nous sommes fatigués, déplacés d'un endroit à un autre, vivant chaque jour en déplacement. Nous avons perdu nos maisons et même nos enfants, nous les avons perdus. Dans la poussière de Gaza, les enterrements se succèdent, mais la douleur, elle, ne s'enterre pas. Chaque tombe creusée est une histoire qui n'a pas eu le temps de commencer. Au moins 8 autres Palestiniens sont tombés en martyrs vendredi soir dans un bombardement sioniste ayant ciblé une école abritant des déplacés dans la ville de Jabalia, au nord de la bande. Parmi les victimes, des enfants et des bébés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé ont appelé vendredi à un accès humanitaire sans entrave dans la bande de Gaza déchirée par un génocide. S'exprimant au siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres a averti que les Palestiniens traversaient une crise brutale que la communauté internationale ne devait pas oublier, critiquant par là même l'entité sioniste pour son obstruction persistante aux opérations humanitaires. Depuis plus de 3 mois, l'approvisionnement en matériaux de construction, d'abris en carburant pour les services essentiels est bloqué. Les médecins sont contraints de choisir qui recevra le dernier flacon de médicaments ou le dernier respirateur. Les travailleurs humanitaires eux-mêmes meurent de faim. Cette situation est intenable. À Gaza, les gens meurent de faim, ils sont malades et ils meurent tous les jours. Pendant ce temps, nous avons de la nourriture et de l'aide médicale à quelques minutes de là, de l'autre côté de la frontière, qui attendent là depuis des semaines, voire des mois. Il suffit d'ouvrir la porte, c'est tout. La famine ne menace plus à Gaza, elle tue. Des sources médicales palestiniennes ont annoncé ce samedi que 66 enfants sont morts en martyrs à cause de la faim et de la malnutrition dans la bande, soumise à un strict blocus qui empêche l'aide humanitaire d'y entrer. Les mêmes sources ont précisé que ces enfants sont morts en raison de la fermeture des points de passage, des pénuries alimentaires et de l'interdiction d'entrée du lait pour bébés et des compléments nutritionnels pour les groupes vulnérables et faibles, en particulier les nourrissons et les malades. L'axe de la résistance toujours actif au Yémen. Le porte-parole des Houthis, Yahya Seri, a annoncé ce samedi que le groupe avait ciblé des zones sionistes sensibles à Yafa occupées, ajoutant que l'opération avait atteint son objectif avec succès. On écoute.
Les forces armées yéménites, par la grâce et la direction divine, ont mené une opération militaire d'envergure visant une cible sensible de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Beersheba au moyen d'un missile balistique de type Dulfikar. L'opération a atteint son objectif avec succès, grâce à Dieu. Une foule immense a assisté ce samedi à Téhéran aux funérailles nationales d'une soixantaine de hauts gradés et scientifiques du nucléaire assassinés par les forces sionistes lors des agressions criminelles qui ont duré une douzaine de jours contre le pays. Le président iranien Massoud Pezeshkian ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement ont également assisté à cet événement. Nous sommes ici pour montrer à l'ennemi que nous sommes tous unis et que nous n'abandonnerons pas ce pays et qu'aucun d'entre nous ne laissera notre pays dans l'embarras. Si Dieu le veut, ils respecteront le cessez-le-feu et il n'y aura plus de guerre dans le monde. Mais s'ils ne respectent pas, ils recevront certainement une gifle plus sévère que la dernière fois. Les efforts démocrates au Sénat pour empêcher le président américain Donald Trump de poursuivre l'escalade avec l'Iran ont échoué vendredi. Les républicains s'étant opposés à une résolution marquant la première tentative du Congrès de réaffirmer ses pouvoirs de guerre après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. La résolution, rédigée par le sénateur Tim Kaine de Virginie, visant à affirmer que Trump devrait obtenir l'autorisation du Congrès avant de lancer une nouvelle action militaire contre l'Iran. Si nous devons envoyer nos fils et nos filles au combat, qu'il s'agisse de missions de bombardement, de troupes au sol ou d'opérations secrètes, nous devons avoir le courage au sein de cette Assemblée de voter pour déclarer la guerre nécessaire. Nous ne devons pas nous contenter de faire les pom-pom girls et de fuir les responsabilités. Maintenant qu'un républicain est à la Maison-Blanche, nous constatons que les démocrates tentent soudainement de réécrire les règles. La sécurité nationale évolue rapidement. C'est pourquoi notre Constitution exige de conférer au commandant en chef une réelle autorité. Le président Trump a saisi l'occasion. Il l'a fait de manière responsable, décisive et constitutionnelle. Dans le reste de l'actualité, on en parlait tout à l'heure en titre, l'Observatoire marocain anti-normalisation a déclaré vendredi soir que l'entité sioniste s'emploie actuellement à diaboliser le peuple palestinien auprès des Marocains. Le président de l'Observatoire, Ahmed Wehman, a déclaré lors d'un rassemblement populaire devant le Parlement à Rabat que le 5e Forum international sur la sociologie qu'abrite le Royaume verrait une forte présence de sionistes. Cette délégation, selon Ahmed Wehman, présentera de faux documents accusant à tort le peuple palestinien d'avoir commis des crimes contre des colons dans les territoires palestiniens occupés. Ils se sont pris à la sociologie qu'ils ont voulu judaïser et sioniser. Ils ont donc décidé d'organiser le 5e Forum des sciences sociales au Maroc. Ils y ont invité les sionistes qui ont présenté des documents de recherche sur l'oppression des juifs israéliens à Gaza, qualifiés de victimes du terrorisme palestinien. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est ce qui est présenté dans votre pays aujourd'hui. Les vérités et la logique sont inversées. Ce qui se passe dans votre pays est surréaliste. Le défenseur marocain des droits de l'homme a souligné que les militants anti-normalisation ne resteront pas les bras croisés, ni même silencieux face à ce qui va se passer, et qu'ils affronteront le plan sioniste avec toute la force nécessaire dès le premier jour d'ouverture du forum afin de préserver la réputation du pays qui a été salie selon ce dernier. Nous ne nous sommes pas tus et nous ne nous tairons pas. Et tout le monde est convié le jour de l'ouverture à répondre comme il se doit
À ces insolents qui s'en prennent à notre pays, à sa réputation et à son image au vu des responsables des secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme cela a déjà été fait au Parlement, au sein du gouvernement et au sein de certains partis politiques qui organisent des congrès, dont le parti du chef du gouvernement qui affiche le drapeau marocain aux côtés du drapeau de l'entité sioniste. L'initiative marocaine de lutte contre la corruption a annoncé l'organisation d'une manifestation mardi soir devant le Parlement pour dénoncer ce qu'elle qualifie de lobby de la corruption et de l'enrichissement illicite. Le président de l'association marocaine de protection des deniers publics, Mohamed El Ghaloussi, a annoncé sur son compte Facebook que la manifestation s'inscrivait dans le cadre du rejet des efforts du gouvernement de Aziz Akhnouch visant à saper le droit de la société civile à dénoncer la corruption et à lier les mains du ministère public dans l'engagement de poursuites judiciaires contre les personnes impliquées. Dans le même dossier, le président de l'association de protection des deniers publics, Mohamed El Ghaloussi, a confirmé que des groupes puissants au sein du régime du Merzen brimaient le peuple et pratiquaient des formes de chantage à son encontre. Dans une interview accordée à une chaîne en ligne locale, El Ghaloussi a accusé le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Wahbi, et ceux qui le soutiennent de faire chanter la société et les institutions de l'État en légiférant sur des lois taillées à leur guise, ce qui menace totalement le pays et ses intérêts. On écoute. La société civile et même les journalistes s'opposent et ils continuent dans leur aveuglement. Cela signifie qu'ils sont intouchables et qu'ils ont un certain pouvoir. Du moment où vous interpellez une institution ou une organisation nationale en leur demandant d'où viennent ces 500 milliards de dirhams, où sont ces gens qui s'en sont servis et qui n'ont pas été emprisonnés, et que vous utilisez un certain langage, une manière de parler, cela déplaît. Ce lobby et ces centres de pouvoir manipulent les Marocains en les poussant à bout dans une véritable provocation. Il ne s'agit pas ici d'un simple chantage, comme celui d'un président d'association qui aurait reçu 5, 8 ou 12 millions. Non, il s'agit d'un véritable chantage exercé contre toute la société. L'avocat marocain et militant des droits de l'homme, Mohamed El Ghaloussi, a par ailleurs souligné que Abdellatif Wahbi a utilisé sa position au sein du gouvernement pour attaquer les associations qui dénoncent la corruption et les organismes officiels et prend la défense d'opportunistes qui gravitent autour. Le Parlement que vous avez instrumentalisé, vous l'avez utilisé pour attaquer les associations et pour affronter les institutions constitutionnelles. Vous avez attaqué l'autorité nationale pour la probité, le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que le Conseil national des droits de l'homme. Le sentiment qui prévaut chez certains centres de pouvoir qui exploitent cette situation est que le contexte général leur est favorable pour se renforcer et pour imposer leur vision. Jamais encore un ministre ou un haut fonctionnaire ne s'était permis d'agir avec autant d'imprudence vis-à-vis des institutions constitutionnelles. Sahara occidentale, des dizaines de Sahraouis ont organisé ce samedi un sit-in devant l'ambassade du Maroc dans la capitale belge, Bruxelles, pour exiger la libération des détenus sahraouis. Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant les violations continues des droits de l'homme par l'occupant marocain et les arrestations arbitraires généralisées des Sahraouis dans les territoires occupés, appelant à la poursuite des fonctionnaires de l'état d'occupation marocain sur les accusations de massacres de masse et de crimes de nettoyage ethnique au Sahara occidental. Les manifestants ont par ailleurs exhorté l'Union européenne à mettre fin à tous les accords illégaux qui incluent les territoires sahraouis occupés et ont souligné la nécessité d'une intervention pour empêcher les attaques répétées du Maroc contre le peuple sahraoui et le pillage de ses richesses et de ses ressources. Notre présence ici consiste à dénoncer toutes les exactions commis par les autorités du Merzen contre nos concitoyens et nos confrères dans les territoires occupés. Et nous sommes aussi en solidarité avec nos prisonniers politiques.
Guerre au Soudan, le président du Conseil souverain de transition Abdel Fattah al-Burhan a accepté une trêve humanitaire d'une semaine à El Fasher, chef-lieu de l'État du Darfour Nord dans l'ouest du pays. Le commandant en chef des forces armées soudanaises a donné son accord à la demande de cessez-le-feu du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lors d'un entretien téléphonique vendredi. A noter qu'El Fasher reste la seule capitale de l'État du Darfour à échapper encore au contrôle des forces de soutien rapide. Le Soudan qui continue de faire face à une crise humanitaire sans précédent. La faim ronge les estomacs des Soudanais qui se sont mis à avaler tout ce qui peut leur passer sous la dent pour survivre. Les détails avec Sohila Kilal. Épuisés, affamés et surtout apeurés, la souffrance se lit sur les visages de ces femmes et de ces enfants. Après 2 ans de violence, ils sont des millions à avoir fui les combats, mais dans leur fuite, ils se sont retrouvés démunis, pas forcément en sécurité, et en proie à une redoutable famine qui les oblige à consommer des déchets et des plantes sauvages non comestibles. L'un des principaux rapports que nous recevons concerne la consommation de restes de coques d'arachide utilisés pour produire de l'huile. Il s'agit donc de déchets alimentaires, généralement utilisés comme fourrage pour les animaux. Nous avons également reçu des rapports indiquant que des personnes mangeaient de l'herbe et des feuilles. Selon les humanitaires, l'insécurité alimentaire est particulièrement grave dans la région du Kordofan, des monts Nouba et du Darfour, où les camps d'El Fasher et de Zamzam sont inaccessibles à cause des violences. Ils sont aujourd'hui plus de 24 millions de Soudanais à être confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, soit près de la moitié de la population. Les régions les plus touchées par la faim sont le Darfour, le Kordofan, El Jazira et Khartoum. Après 2 ans de conflit, la population est dans une situation extrêmement précaire. La population a besoin d'accéder à tous les services et produits de première nécessité, y compris la nourriture. Dans un pays considéré autrefois comme le grenier du monde, la guerre a fait grimper les prix, brûler les terres agricoles et limiter l'acheminement de l'aide, obligeant les populations à survivre avec un seul repas par jour, principalement composé de bouillie de mil. Au Darfour Nord, certains consomment même du charbon pour apaiser leur faim. Pour enrayer la famine dans ces régions où la faim est extrême, nous avons absolument besoin de ressources supplémentaires pour les 6 prochains mois, soit environ 575 millions de dollars rien que pour l'aide alimentaire et financière d'urgence. Le conflit interne qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide a plongé le pays dans ce que les travailleurs humanitaires considèrent comme la plus grande crise alimentaire au monde. Un peu de répit après 30 ans de guerre, l'Union africaine a salué ce samedi la signature d'un accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le qualifiant d'étape importante pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts. Présent vendredi lors de la signature de l'accord, le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, s'est donc félicité de cette étape importante visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région. À Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu dans l'est de la RDC, les habitants sont soulagés. Épuisés par la guerre, ils n'attendent qu'une seule chose, une paix durable. Amalam Zenzitone. L'espoir d'une fin des combats jaillit avec son lot d'optimisme. La République démocratique du Congo et le Rwanda signent enfin un accord de paix négocié par les États-Unis après une escalade des combats qui a duré très longtemps, tuant des milliers de personnes et déplaçant des centaines de milliers d'autres cette année. Les Congolais espèrent une paix durable et l'arrêt de l'effusion de sang. Nous sommes très contents de voir qu'il y a un accord qui est signé aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et en RDC en général. C'est pourquoi nous espérons et nous disons que cela nous ramène la paix. Nous voulons voir la paix. Nous voulons vivre dans la paix. On ne veut plus qu'après cette signature, qu'il y ait encore, n'est-ce pas, l'insécurité, qu'il y ait encore la guerre ou les tueries.
Les habitants de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, n'ont qu'un seul souhait après la signature de l'accord, vivre en sécurité. Eux qui vivent dans la peur des coups de feu nocturnes et dans l'insécurité persistante. Après cette signature, je veux juste la paix, rien que la paix, parce qu'il est 20h et nous ressentons déjà un sentiment d'insécurité. Nous ne savons pas où aller car il y a des coups de feu maintenant. Tout le monde va fuir. Nous espérons que les jours qui vont suivre vont nous amener à une situation paisible et que les armes vont se taire sur tout ça. Quand les armes se taisent, et nous aussi nous allons vivre une situation normale et la chose en tout cas va être bien appréciée par tout le monde. Pas seulement ici à l'Est, même nos amis qui sont à l'Ouest aussi vont être très contents de cette signature. Donc la paix et rien que la paix. Les deux parties se sont donc engagées dans un processus de paix en signant le fameux pacte mettant en œuvre l'accord de 2024 qui verrait les troupes rwandaises se retirer de l'Est du Congo dans les 90 jours à venir. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce journal sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.